Voilà, vous êtes à Matin Bonheur, c'est le dernier couloir de cette émission. Notre couteau suisse, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'il est très incollable sur bon nombre de sujets. Delors Inabo est avec nous aujourd'hui. Le thème sur lequel on va plancher, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, opportunité aux menaces voilées. C'est bien beau, parfois ça nous arrange, l'intelligence artificielle, mais parfois on se demande, mais est-ce que ça ne détruit pas notre humanité? Est-ce qu'au niveau sociétal, c'est bien pour nous, pour tous, pour chacun? Eh bien, on va tenter de répondre à cette question, mais avant, vous le savez, image. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Certains s'inquiètent de l'arrivée de robots intelligents destructeurs d'emplois. Je dirais à la fois une opportunité et une menace. Parce que nous avons la possibilité, à travers l'intelligence artificielle, de faciliter même la vie au quotidien. Mais en même temps une menace parce que nous ne trouverons plus la place même de l'homme dans la société. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. Ce sont des programmes informatiques qui visent à imiter l'intelligence humaine. Donc pour moi, à partir de cela, on tend vers une collaboration entre l'homme et la machine. Voire d'une intelligence artificielle consciente qui remplacerait l'humanité. D'autres y voient au contraire un nouveau champ de progrès pour l'homme, décryptage entre fantasme et réalité. Oui, effectivement. Mais en fait, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de donner en fait de la capacité aux machines, cette capacité cognitive que les êtres humains ont. Alors donc, on s'est rendu compte en neurosciences que l'être humain, comme un bébé, il apprend. Il apprend en faisant ses premiers pas au fur et à mesure, en faisant les 4 pas jusqu'à faire ses premiers pas. Le rapport entre innovation technologique et niveau du chômage est un thème très controversé depuis les années 1980. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se passer de ces éléments-là. Ils font partie intégrante de notre vie. Alors, allons-nous vers une nouvelle collaboration homme-machine? Comme le dit Yann Lequesne, qui est chargé de l'intelligence artificielle au niveau de Facebook, il faut une certaine limite dans l'application de cette intelligence artificielle-là. Il faut une certaine limite. Et comme c'est l'homme qui programme même l'intelligence artificielle, je pense que cette limite-là ne pourra pas être dépassée, car l'homme est quand même doté d'une certaine conscience. Néanmoins, la plupart des scientifiques restent sceptiques face à ces prévisions apocalyptiques, même si certaines figures respectées de la sphère technologique, comme Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates, ont exprimé leur inquiétude. Aujourd'hui, on verra par exemple des intelligences artificielles, par exemple, qui permettent de rédiger des très beaux discours, des intelligences artificielles qui permettent de trouver des diagnostics à des pathologies, des maladies, des intelligences artificielles qui par exemple aussi peuvent trouver des remèdes à des cancers et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne vient pas concurrencer en fait les capacités humaines. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de voir en fait sous plusieurs angles. Déjà, il y a un côté assez positif parce que les domaines d'application de l'intelligence artificielle sont nombreux, comme par exemple dans la santé, qui permet aujourd'hui d'améliorer les opérations chirurgicales, dans le domaine du transport, dans le domaine de la mobilité. Il y a plusieurs domaines d'application aujourd'hui qui ont été améliorés par l'intelligence artificielle. Entre fascination et répulsion, l'intelligence artificielle ne laisse personne indifférent. 8h09, mesdames et messieurs, du côté de Kadjehoun, c'est à Cotonou, tout juste à côté de l'aéroport. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de l'Afrique de l'Ouest. Merci également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Monsieur Diaby, Madou, ivoirien, enfin naturalisé, brésilien, qui nous regarde de Rio de Janeiro. C'est magnifique, les Ivoiriens sont partout et de plus en plus ingénieux. Ah, ça tombe bien, parlant d'ingéniosité, celui qui est notre invité aujourd'hui ne faillit pas à la règle, à la tradition. Très ingénieux, on a toujours un plaisir à la voir dans cette saison 3 de la nouvelle mouture des matinales. Delors Inabo, bonjour. On a eu l'élément tout à l'heure, les mots-clés, intelligence artificielle, opportunité ou menace. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Vous avez le dur objectif aujourd'hui d'essayer de nous les exposer et pourquoi pas les concilier. Concilier, ce serait bien difficile. Des génies se sont affrontés avant moi sur la question. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que les arguments se valent. Et donc, c'est ce qui fait poursuivre la réflexion sur la question. Alors, on va exposer déjà
d'un côté, il y en a qui disent disent en avant tout pour l'intelligence artificielle, c'est ça qui va sauver le monde, ça va nous aider. Et il y a d'autres qui disent attention, l'homme, c'est l'homme, il faut respecter certaines choses, voilà. Et à côté de ça, en quoi c'est une opportunité, en quoi c'est une menace? Bon, déjà, peut-être que la clé réside dans la définition même de la notion d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de procédés, de techniques, de théories visant à mettre en œuvre des systèmes pouvant rendre des machines intelligentes. Alors l'intelligence, dans ce sens-là, s'entend de l'autonomie dans l'analyse des situations et dans la prise de décision. Comprenez? Donc aujourd'hui, plusieurs, j'ai envie de dire, techniciens, plusieurs scientifiques qui évoluent dans le domaine de l'intelligence artificielle essaient de faire prendre la main sur certains sujets à des machines, de sorte que ces machines-là puissent de façon autonome orienter certaines décisions, faciliter certains travaux. À ce titre-là, je peux citer Watson, qui est l'une des intelligences artificielles les plus évoluées. Watson est capable de lire un rapport médical de 300 pages en une demi-seconde, permettant d'assurer, j'ai envie de dire, un certain équilibre dans la prise de décision du médecin traitant. Comprenez? Le même Watson est aussi capable, juste après un entretien de quelques minutes avec un individu, de dresser son profil psychologique, savoir si la personne est agressive, un peu, j'ai envie de dire, malade, désorientée, etc. etc. Mais potentiellement terroriste. Tout à fait. Alors, vous comprenez, alors le système ici mis en place dans cette, j'ai envie de dire, propulsion de l'intelligence artificielle, c'est bien entendu d'aider. Ceux qui sont dans ce registre mettent énormément d'argent dans la recherche pour pouvoir mettre à disposition des scientifiques, à disposition de, j'ai envie de dire, de la société, même puisque c'est à tous les niveaux, des mécanismes pouvant les aider. Et c'est là, justement, la première école de ceux qui sont optimistes quant à la propulsion de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la possibilité de vous faire conduire par un véhicule sans chauffeur. Les recherches avancent sur ce sujet. Dans quel quartier? À Abidjan ou bien en Europe? Mais justement, la finalité même de l'opération est de rendre possible cette action-là même à Bobo. Je ne vois pas le chercheur qui va me faire conduire sur le Nangu à Brogoua à Djamé à 16h22. Sans chauffeur, franchement. De toute façon, même sur cette question, ce que nous craignons aujourd'hui, quand nous sommes au volant des voitures à Bobo ou à Djamé, comme on dit, c'est l'irresponsabilité supposée des autres conducteurs. Mais imaginez qu'une machine intelligente qui respecte nécessairement le code, chose dont on n'est pas sûr avec un chauffeur qui sort du kiosque avec son petit liquide noir. Vous voyez, imagine que tu sois dans ta voiture, conduite par ce pilote intelligent qui respecte à la base tous les codes, et que moi aussi je sois dans la mienne, et que ces deux voitures se retrouvent sur la route. On comprend donc qu'on réduit les possibilités de faire des accidents. Mieux, aujourd'hui, même les voitures qui sont conduites par les hommes, on implémente déjà des systèmes intelligents pour pouvoir permettre à la voiture de freiner devant un obstacle si l'homme qui est à l'intérieur n'a pas eu le réflexe de le faire, soit parce qu'il est assoupi ou soit parce qu'il est distrait par quelque chose d'autre. Vous voyez ce genre de voiture. Quand tu quittes ta voie, une fois que tu franchis la bande blanche qu'il ne faut pas dépasser, ça déclenche un... Alors, si donc il faut mettre beaucoup de garde-fous, c'est parce que l'homme est incompétent dans cette tâche. Il a montré ses limites. Peut-être que la solution pourrait venir d'un ordinateur plus intelligent qui, lui, respecte les codes et pourrait suivre les choses à la lettre. Ça, c'est la thèse de ceux qui sont pour eux. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut sauver des vies. L'intelligence artificielle peut sauver des vies, notamment au niveau de l'opération, détecter rapidement une maladie. Mais il y a d'autres qui disent que oui, c'est vrai, mais quoi? Alors, l'exemple que j'ai envie de prendre là maintenant, c'est un exemple tout simple. En fait, Marcelin, tu vas au supermarché, tu trouves dans les rayons des articles. Sur ces articles, il y a des codes barres. Note bien la notion de code barre. Tu prends par exemple un sachet de spaghettis avec un code barre. Tu arrives à la caisse, tu tends le paquet à une dame qui est assise là. Elle va flasher. Elle va mettre le code barre au contact d'un appareil qui va indiquer à l'ordinateur la nature de l'article et son prix. Générer une facture qui te sera remise. Quand tu vas payer, même on va te dire qu'il n'y a pas monnaie. Donc tes 10 francs, 15 francs vont rester là-bas. Voici l'hypothèse quand les hommes sont aux commandes. Alors qu'aujourd'hui, une nouvelle solution pour les supermarchés est en train d'être développée au Japon. Elle consiste en quoi?
Désormais, on ne fera plus de code barre sur les marchandises. Ça signifie que l'entreprise chargée d'éditer les codes barres, elle va fermer bientôt les portes. On mettra tous les articles dans le supermarché sans code barre ni rien. Maintenant, à la caisse, il n'y aura plus non plus de dames qui te disent « il n'y a pas monnaie ». Ce sera juste un petit robot qui est là avec des yeux. Tu prends l'article, tu lui présentes l'article parce qu'en amont, on a enregistré tout ce qu'il y a comme caractéristiques des différents articles dans la base de données de l'ordinateur. Quand ce robot-là voit, il sait qu'il s'agit d'un paquet de spaghettis de 350 grammes, etc., provenance Italie, etc., etc. Et automatiquement, il génère la facture qui va avec. Tu n'as qu'à présenter ton moyen de paiement électronique, il te coupe juste ce qu'il faut sans te dire il n'y a pas monnaie. Donc, tu sors de là avec une course rapide et sans la frustration d'avoir laissé tes 10 francs, 15 francs avec une caissière. Alors, dans ce genre de situation, nous voyons que celui qui travaille dans l'usine où on fait les codes barres, il sera au chômage. La jeune dame qui était à la caisse, bientôt, elle va se retrouver à la maison, etc. etc. Dans une logique plus grande, on a même aujourd'hui des petits robots qui font le ménage, qui font le rangement, qui nettoient le sol, qui font l'assistance à la maison. C'est-à-dire que quand on m'appelle, si je cause avec Marcelin, il me dit « Inabo, rendez-vous demain à 10 h », je n'ai plus besoin d'écrire ça sur un papier. Le petit robot enregistre quand je me lève demain. Il y a déjà des messages prédéfinis dans notre téléphone. Tout à fait. Donc, il y a tout ce, j'ai envie de dire, cet ensemble de tâches, d'assistance, de manutention qui est en train d'être pris en main par la robotique intelligente. Et tous ces métiers-là sont appelés à disparaître. Alors, la question, donc, pour ceux qui s'inquiètent, c'est est-ce que cette intelligence artificielle-là ne vient pas finalement pour foutre tout ce monde à la porte? Mais à cette question, il y a tout aussi une réponse intelligente que je voudrais soulever ici. Et c'est mon analyse personnelle. Le problème n'est pas que les boulots vont disparaître ou pas. Le problème, c'est d'adapter le niveau de formation au marché de l'emploi. Parce que quand l'ordinateur naissait, on nous disait que les secrétaires perdraient leurs emplois, que les gens seraient chassés des entreprises. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand vous prenez 30 ans en arrière, est-ce que vous entendiez parler des métiers du digital? Non. Est-ce que vous entendiez le mot maintenancier informatique? Non. Est-ce que vous entendiez le mot ingénieur informatique, développeur, blogueur, tout ça, programmeur? Non. Mais aujourd'hui, ce sont ces métiers-là qui occupent la grande majorité de nos enfants dans les écoles, dans le milieu du travail. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a craint par le passé, aujourd'hui, est en train de donner à manger, en train de donner une vie aux enfants, à la nouvelle génération. Alors donc, ce qu'il y a à éviter, c'est de s'accrocher sur des paradigmes existants. Il faut laisser la place aux métiers pour leur permettre d'évoluer tranquillement et puis ensuite donner la latitude aux gens de s'adapter aux nouvelles opportunités que crée l'intelligence artificielle. C'est que des fois aussi, il faut mixer, c'est-à-dire quand on crée des machines ou bien quand on veut forcément suivre l'évolution, il faut anticiper. Il y a le côté humain aussi qui doit jouer à côté. C'est-à-dire le monsieur qui doit venir pour travailler, il doit anticiper. Je me dis aussi que là, c'est très important. Parce que quelle que soit l'évolution qu'il y aura, l'homme, c'est l'action de l'homme qui va optimiser cette évolution-là. Parce que vous avez beau avoir le système, il peut bugger à tout moment. Quand il bug, on fait quoi? De toute façon, même les hommes bug. Oui, mais je veux dire, le bug de l'homme peut être remplacé par un autre homme, mais l'homme peut bugger. Il faut qu'il soit couché, vraiment perdre la totalité de ses mots. Alors qu'un ordinateur, il peut bugger à tout moment. C'est la même crainte pour l'homme, parce que de toute façon, qui sait quand un chauffeur va s'endormir au volant? Personne ne sait quand un chauffeur va s'endormir au volant. Personne ne sait quand un individu en train de piloter un avion parce qu'il a un gourmet va se jeter sur une montagne. Personne ne sait toutes ces choses. L'homme est aussi dangereux et imprévisible que les machines. Alors, il n'y a pas un qui soit plus rassurant que l'autre. Par contre, je puis même m'hasarder à dire qu'il y a une certitude à prévoir le comportement de la machine, pas à prévoir le comportement de l'homme. Est-ce que vous comprenez? On a vu ce pilote, puisque c'est à lui que je fais allusion, jeter carrément un avion contre une falaise simplement parce qu'il avait un souci sentimental. Oui. On ne verrait jamais ça avec une machine. Même si... Qu'est-ce qu'on en sait? Non, même si, c'est à là que j'en viens, même si on est en train de travailler aujourd'hui à donner des émotions à des machines, mais... Il y a des avaries, hein? Il y a des avaries. Un ordinateur, moi j'ai vu quelqu'un sur la route d'Assini avec sa voiture qu'il venait d'acheter, je ne dirai pas la marque, mais qui s'est arrêté, qui ne marchait plus. Et on lui dit c'est un défaut de fabrication.
spécifications. Une Oui. voiture à près de 89 millions, très appréciée. Vous savez, la machine... Ça arrive aussi à l'homme. Je veux dire, à la guerre des craintes, personne ne sortira vainqueur à cette échelle, ok? Parce que... Mais la différence, c'est l'homme. C'est l'homme quand même. Mais ce que vous devez comprendre... L'homme, c'est la machine par excellence, avec grand M. Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à tenter l'expérience, à dépenser environ 300 trillions de millions de dollars dans la recherche sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui pousse les grands groupes comme Facebook, comme Apple, comme Microsoft à injecter autant d'argent dans l'intelligence artificielle? C'est la projection dont vous parliez tout à l'heure. C'est la projection, le fait de comprendre que dans un avenir certain, l'homme atteindra ses limites. Nous savons aujourd'hui, est-ce que vous savez que les gens savent comment on se comportera exactement dans 5, 10, 15, 20 ans? Quels gens? Les États-Unis seulement? Non, pas que les États-Unis. C'est eux qui ont tous les appareils. Pas que, parce qu'aujourd'hui, la guerre entre la Chine et le géant constructeur de ce téléphone et les constructeurs américains. En fait, moi, j'ai changé de téléphone il y a 2 jours. C'est une anecdote très, très porteuse d'enseignement. J'acquiers mon nouveau téléphone. Dès que je l'allume, on me demande d'entrer mon email. C'est la toute première question et l'unique question d'ailleurs qu'on me pose. J'entre mon email et le téléphone me dit « Je n'ai pas besoin de réinstaller manuellement toutes les applications et les données qui étaient dans mon ancien téléphone. » Et il me demande « Est-ce que tu les veux, ces données ?» Je suis surpris, je dis oui. Quand je dis oui, il me dit « Voici ton ancien téléphone. » Il me donne la marque, l'adresse IP, etc. Tout ça. Il dit « Tu es d'accord pour que j'importe ?» Je dis oui. Et séance tenante là, il fait l'importation des données. Alors, ces données-là étaient où? Comment le nouvel appareil reconnaît l'ancien? Comment les deux arrivent à échanger? Rien que parce que j'ai mis mon adresse email quelque part. Nous sommes pistés dès qu'on est en contact avec un ordinateur. Donc, ceux qui font ça connaissent mon comportement. La NASA connaît notre adresse déjà. Il connaît mon comportement. Il connaît mon profil psychologique. Oui. Il sait comment je vais évoluer d'ici 5-10 ans. Il connaît quels sont les sites sur lesquels vous êtes allé. Tout à fait. C'est ce qui lui permet de penser qu'il faut qu'il réfléchisse à construire une voiture sans chauffeur. Parce que tel que je vois Delors Inabo qui est là, c'est le gars, il dort tard la nuit, toujours sur un ordinateur, il va bientôt risquer de se faire des problèmes. Dieu, si dans 10 ans, je laisse une voiture entre ses mains, je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Donc, dès maintenant, je vais réfléchir à faire des voitures sans pilote pour sa sécurité. Voilà comment le monde avance. Mais et l'homme dans ça, et dans tout ça, est-ce que... Quelle est la place de l'humanité? Mais l'homme est devenu l'objet de sa propre science. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. L'homme est devenu l'objet de sa propre science. C'est-à-dire l'homme est devenu un objet pour lui-même. L'homme veut prédire l'avenir de l'homme. L'homme veut gouverner aux destinées de l'avenir de l'homme. C'est que l'homme veut se substituer à Dieu. Quoi que Dieu lui-même dise que l'homme est Dieu. Encore que ça, c'est un autre débat. Mais justement, l'homme veut prendre toute sa responsabilité sur sa vie, son quotidien et son avenir. Et toute son irresponsabilité aussi, parce que parfois, ça sert à de mauvaises causes. Le terrorisme notamment. Tout à fait. Et franchement, j'aimerais qu'on... Parce que c'est ça aussi la grande crainte des gens. Parce que tout ce qu'on dit là, en même temps que ça aide, mais bien sûr. Ça nous pend au nez. Quand on voit, par exemple, les attentats du World Trade Center, aujourd'hui, on nous dit, dès qu'on voit un avion qui a un comportement bizarre, on le bombarde. En fait, ça répond à quoi? L'avion au comportement bizarre, il irait de toute façon livrer à la mort les occupants qui sont à l'intérieur. On se dit que vaut mieux que ceux qui sont dedans meurent, qui tombent sur une ville pour faire encore plus de morts. Ça, c'est la logique. En fait, on veut faire passer une absurdité à la place d'une autre. Voilà. Le truc est qu'on peut réfléchir à des solutions plus intelligentes. Si on prenait le soin d'étudier les profils psychologiques sérieusement, et c'est déjà même le cas. Aujourd'hui, les gens sont fichés dans tous les systèmes de renseignement. Quiconque embarque à bord d'un vol, on connaît exactement son profil psychologique. Il y a certaines choses que quand on voit arriver, on se dit on ne pouvait pas ne pas savoir. Mais l'intelligence artificielle sert à prévoir toutes ces choses. Maintenant, si en dépit des informations qu'on a, on ne fait pas le bon usage et qu'on laisse le drame arriver, ce n'est pas la faute à l'intelligence artificielle. Vous, finalement, vous êtes pour qui? Moi, je suis pour la poursuite de la réflexion sur la question. Vous êtes pour un mix des deux? En fait, même les deux se rejoignent nécessairement parce qu'effectivement, il y a des boulots qui vont disparaître. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Réceptionniste d'hôtel? Tout ça, c'est-à-dire les gars que vous voyez dans les hôtels en train d'essuyer quand vous passez, ça, ils vont disparaître bientôt. Animateur de télé?
Animateur de télé, encore qu'on aime voir le visage de Marco, ce serait ennuyeux si on ne voyait personne sur le plateau et qu'on entendait juste une voix. Ce serait vraiment ennuyeux. Caissière, Toutes ces choses vont partir. mais Même au dans moins, il y a un les, dans métier qui les ne va jamais entrepôts. disparaître. Sages-femmes, elles seront toujours là. Elles ne doivent pas avoir peur. Parce que je vois pas Non, quelle mais machine- qu'est-ce qu'on en sait? c'est vrai aussi. Aujourd'hui, il y a des robots qui opèrent. Oui, oui. Il y a des robots qui Bon, opèrent. c'est bon. Ne faites pas peur aux gens comme ça. C'est bon, c'est bon pour Mieux, aujourd'hui. on opère quelqu'un à 8000 km. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on peut t'insérer dans une cage, tu ressors avec ton bébé. 7h25, c'est ici qu'on s'arrête. Sacré Delors Inabo, merci beaucoup de toujours revenir vraiment comme ça nous envoyer dans des sphères très appréciées de la connaissance.